Imaginez un pays sans pétrole, sans charbon, sans accès à la mer. Un pays enclavé, montagneux, avec 4 langues officielles et une armée qui n'a pas combattu depuis plus de 200 ans. Maintenant, imaginez que ce pays est le plus riche du monde par habitant. Ce pays, c'est la Suisse. Et ce qu'on va vous révéler aujourd'hui va probablement contredire tout ce que vous croyez savoir sur les raisons de sa richesse. Le salaire mensuel moyen en Suisse, 7 200 francs suisses. En Allemagne, environ 3 800 francs. En Autriche, 4 000. Mais le chiffre vraiment vertigineux, c'est celui de la fortune nette. Fortune moyenne par adulte en Suisse, 212 000 francs. En Autriche, 87 000. En Allemagne, 32 800. La Suisse est le pays avec la plus haute fortune nette moyenne par adulte dans le monde entier. Mais voilà la vraie question, celle que personne ne pose vraiment. Comment un si petit pays est-il arrivé là? Commençons par quelque chose d'inattendu, une banane. En 1989, le géographe français Roger Brunet identifie une zone de performance économique extraordinaire en Europe. Elle s'étire de l'Angleterre jusqu'au nord de l'Italie, en passant par la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne de l'Ouest et la Suisse. Il l'appelle la banane bleue. Depuis plus de 1000 ans, cette région est l'épine dorsale de l'économie européenne. C'est là que les idées circulent, que les technologies s'inventent, que la densité de population génère de la richesse. La Suisse n'est pas riche malgré sa géographie, elle est riche grâce à elle. Ces 2 fleuves majeurs, le Rhône et le Rhin, canalisaient les routes commerciales entre le nord de l'Italie et le nord de l'Europe. Pendant des siècles, si vous vouliez commercer entre ces 2 mondes, vous passiez par la Suisse. Nous sommes au XVe siècle. Les confédérés suisses ont une réputation. Ils sont presque imbattables. Contre les Habsbourg, contre les Bourguignons, ils gagnent. Encore et encore. Très vite, les grandes puissances d'Europe veulent ces soldats. Et les Suisses vendent leurs services. Entre 350 000 et 500 000 mercenaires sur plusieurs siècles. Ce n'est pas qu'une anecdote guerrière. C'est le premier moteur d'accumulation de capital de la Suisse. Ces hommes rentrent avec des fortunes. Certains créent des entreprises. D'autres tissent des réseaux commerciaux à travers toute l'Europe. Garder des chèvres sur un alpage ou partir faire fortune comme mercenaire. Le choix était vite fait. 16e et 17e siècle. La France catholique persécute ses protestants, les Huguenots. Des dizaines de milliers fuient. Certains traversent les Alpes de nuit, guidés par des passeurs, terrifiés. Ils arrivent en Suisse. Et ils changent le pays à jamais. Ces réfugiés ne sont pas des démunis, ce sont des artisans qualifiés, des marchands, des entrepreneurs. Ils apportent leur savoir-faire, leur capital et leur réseau de vente. En Suisse romande, ils fondent l'industrie horlogère. En Suisse alémanique, ils développent le commerce de la soie et du coton. Un siècle plus tard, ces industries nourriront l'industrialisation de tout le pays. Au milieu du 19e siècle, la Suisse est déjà le 2e pays le plus industrialisé d'Europe, derrière l'Angleterre seulement. Mais ce récit de succès a une ombre, et elle est importante. Les ouvriers immigrés du 19e siècle étaient exploités. Salaires misérables, femmes et enfants au travail en usine. En cas de crise économique, la Suisse a toujours eu une soupape, renvoyer les étrangers. Dans les années 70, ce sont 200 000 travailleurs immigrés qui retournent chez eux du jour au lendemain. Et il y a quelque chose de plus lourd encore. Des familles de Bâle ont participé à la traite atlantique des esclaves au XVIIIe siècle. Des navires affrétés, des plantations au Cuba. Un premier million gagné sur des vies humaines. La Suisse n'a jamais eu de canonnière pour coloniser le monde, mais elle a su profiter des routes ouvertes par les autres, en restant à l'abri, neutre et lucrative. On arrive au chapitre le plus célèbre, le secret bancaire. Pendant des décennies, 80% des fortunes européennes stockées en Suisse n'étaient pas déclarées dans leur pays d'origine. Le total mondial? Plus de 2000 milliards de dollars. De l'argent qui fuyait la fiscalité française, allemande, italienne, pour trouver refuge derrière des numéros de compte.
Et puis les États-Unis ont tapé du poing sur la table. Menaces de sanctions, quasi-guerre financière. En 2009, le secret bancaire s'effondre. Aujourd'hui, les banques suisses sont soumises à la transparence internationale. Le secteur financier représente encore 10% du PIB suisse, contre 3,9% en Allemagne. Mais les années de vache grasse sont passées. Et pourtant, la Suisse reste riche. Pourquoi? Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Pendant que l'Europe brûlait, la Suisse produisait. Ses usines tournaient. Ses infrastructures étaient intactes. Et quand la guerre s'est terminée, elle était la seule grande économie capable de répondre immédiatement à la demande mondiale. Mais la neutralité suisse a un revers trouble. Pendant la guerre, la Suisse a échangé de l'or avec l'Allemagne nazie, de l'or de la Banque nationale allemande, de l'or pillé dans les pays occupés, et de l'or provenant des camps de concentration. Ce n'était pas une garantie formelle de non-agression, mais ça a contribué à tenir l'Allemagne à distance. Après 1945, la réputation suisse était au plus bas. Elle a tenté de racheter son image à coups de fondations humanitaires, de neutralité affichée, de Croix-Rouge. Apparemment, ça a fonctionné. Alors, qu'est-ce qui maintient la Suisse au sommet aujourd'hui? Premier pilier, la démocratie directe. 100 000 signatures et le peuple vote. Ce système crée une stabilité politique exceptionnelle. Pas de rupture violente, pas de nationalisation soudaine. Les investisseurs adorent ça. Deuxième pilier, la fiscalité compétitive. À Bâle, la charge fiscale pour les entreprises est de 11%. À Munich, 29%. À Vienne, 22%. Résultat, 550 entreprises de négoce de matières premières ont leur siège en Suisse. Un quart du négoce mondial transite par le pays. Troisième pilier, l'éducation. L'instruction obligatoire pour filles et garçons a été instaurée très tôt. Aujourd'hui, la Suisse est première mondiale à l'indice de l'innovation. Le problème? Cette richesse produit des inégalités. L'indice de Gini de la Suisse est de 77,9, presque aussi inégal que celui de l'Allemagne. Être le pays le plus riche ne signifie pas que tout le monde est riche. La richesse de la Suisse n'a pas une cause, elle en a 10. Une géographie favorable, des réfugiés talentueux, des guerres évitées, une neutralité calculée, un secret bancaire bien gardé, et une démocratie qui force les compromis. Mais si on devait choisir la leçon la plus universelle de cette histoire, c'est l'investissement dans l'éducation et dans la stabilité institutionnelle qui crée de la richesse sur le long terme. Pas le pétrole, pas les secrets. Et cette leçon-là n'est pas réservée aux Suisses. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de surprenant, partagez-la. Et dites-nous en commentaire quel aspect vous a le plus étonné.